Au contraire, nous continuâmes à nous voir, à sortir ensemble, et on ne parla plus de l'épisode de la lagune. Mais je n'étais pas vraiment rassurée. J'avais beau tout faire pour me convaincre qu'elle l'avait oublié, de temps à autre je me prenais à soupçonner qu'elle se taisait afin de me faire honte de quelque façon spectaculaire devant les siens, ou encore, et c'était là une hypothèse encore plus sombre, que par pure compassion elle s'efforçait de parler d'autre chose. Jusqu'à ce que, de but en blanc, un beau matin, elle dit « Mais dis donc, tu ne m'emmènes plus chez ton oncle ?» Avec un filet de voix, je demandai « Tu plaisantes ?» Et non, elle parlait sérieusement. Elle avait hâte de retourner tailler une bavette avec le vieux Nbanga, qui n'y comprenait plus rien. Cette fois, la visite dans la lagune fut plus longue. Nous étions étendus sur une berge en pente, tous les trois, le grand-oncle plutôt du côté de l'eau, mais nous-mêmes à moitié dans l'eau, si bien qu'en nous voyant de loin, allongés tout à côté les uns des autres, on n'aurait pas pu dire qui était terrestre et qui était aquatique. Le poisson attaqua un de ses grands airs favoris, la supériorité de la respiration à eau sur celle à air, avec tout le répertoire de ses dénigrements. Maintenant, voilà que L2L va se cabrer et lui donner la réplique, pensai-je. Mais non, ce jour-là, L2L employait une autre tactique. Elle discutait avec ardeur, défendant nos propres points de vue, mais comme si elle prenait très au sérieux ceux du vieux Nbanga. Les terres émergées, selon le grand-oncle, constituaient un phénomène limité. Elles allaient disparaître comme elles étaient apparues, ou en tout cas, elles seraient sujettes à de continuels changements. Volcans, glaciations, tremblements de terre, froncements de terrain, mutations de climat et de végétation. Et notre vie, là-dedans, aurait à affronter ces transformations continuelles, au travers desquelles des populations entières disparaîtraient, et ne pourrait survivre que celui-là seulement qui serait disposé à changer tellement les bases de sa propre existence que les raisons pour lesquelles il avait été un temps beau de vivre en auraient été complètement bouleversées et oubliées. C'était là une perspective qui heurtait l'optimisme dans lequel nous autres, fils de la côte, avions été élevés, et à laquelle je répondais par des protestations scandalisées. Mais pour moi, la vraie, la vivante réfutation de tous ces arguments, c'était L2L. Je voyais en elle la forme parfaite, définitive, née de la conquête des territoires émergés, la somme des capacités nouvelles et illimitées qui s'ouvraient à nous. Comment pouvait-il, le grand-oncle, prétendre nier la réalité incarnée en L2L ? Je flambais de passion polémique, et il me semblait que ma compagne se montrait bien trop patiente et compréhensive avec notre contradicteur. Bien sûr, même pour moi, habitué comme je l'étais à entendre de la bouche du grand-oncle des grognements et des invectives, cette argumentation ainsi poursuivie sonnait comme une nouveauté, encore qu'assaisonnée d'expressions archaïques et d'emphases, et rendue comique par sa cadence caractéristique. Il était étonnant aussi de l'entendre témoigner d'une compétence minutieuse, quoique tout extérieure, quant aux terres continentales. Mais L2L, avec ses questions, cherchait à le faire parler le plus possible de la vie sous-marine. Et sans doute, c'était là le thème sur quoi le discours du grand-oncle se faisait le plus fourni, et par moments émouvant. Au regard des incertitudes de la terre et de l'air, les lagunes, les mers et les océans représentaient un avenir de sécurité. Là, les changements devaient être minimes, l'espace et les provisions sans limite, et la température trouverait pour toujours son équilibre. En somme, la vie devait se perpétuer comme elle s'était déroulée jusque-là, dans ses formes pleines et parfaites, sans métamorphose ou addition d'issues douteuses, et chacun pourrait y approfondir sa propre nature et arriver à l'essence de soi et de toute chose. Le grand-oncle parlait de l'avenir aquatique sans embellissement et sans illusion. Il ne se cachait pas les problèmes quelquefois graves qui risquaient de se présenter. Le plus préoccupant de tous était l'aggravation de la salinité. Mais c'étaient des problèmes qui ne devaient pas bouleverser les valeurs ou les proportions auxquelles lui-même croyait. « Mais nous maintenant, nous galopons par monts et par vaux, mon oncle !» m'exclamai-je, en mon nom propre, mais surtout en celui de L2L, qui au contraire demeurait muette. « Bah, tétard, il suffit que tu reviennes à l'eau, tu reviens chez toi, apostrophera-t-il, reprenant le ton que je lui avais toujours entendu employer avec nous. Ne croyez-vous pas, mon oncle, que nous maintenant, si nous voulions apprendre à respirer sous l'eau, ce serait trop tard ? Demanda L2L sérieusement.
Et moi, je ne savais pas si je devais me flatter de ce qu'elle eût appelé son oncle mon vieux parent, ou être tout désorientée parce que certaines questions, du moins du point de vue auquel je m'étais habituée, ne se posaient même pas. Si tu y tiens, ma belle, fit le poisson, je te la prends tout de suite. Elle de zèle partit d'un rire étrange, et finalement elle se mit à courir si bien qu'on ne pouvait pas la suivre. Je la cherchai dans les plaines et sur les collines. J'atteignis le sommet d'un éperon basaltique qui dominait tout le paysage de désert et de forêt qu'entouraient les mers. Elle de zèle était là. C'était sûrement cela qu'elle avait voulu me dire. Je l'avais bien compris, avec sa façon d'écouter Nbanga et puis de s'enfuir pour se réfugier tout en haut. Qu'il fallait demeurer dans notre monde avec la même force que manifestait le vieux poisson à demeurer dans le sien. Moi, je serais par ici comme l'oncle par là-bas, criai-je en bafouillant un peu, puis je corrigeai. Nous deux, c'est-à-dire ensemble, parce qu'il était vrai que sans elle, je ne me sentais pas en sécurité. Et elle de zèle, alors? Que me répondit-elle? Aujourd'hui encore, je rougis de me le rappeler, après tant d'airs géologiques. Elle répondit. Eh, Tétard, il faut bien autre chose. Et je ne savais pas si elle voulait imiter le grand-oncle pour se moquer de lui et de moi tout ensemble, ou si en vérité elle avait fait sienne les dispositions de ce vieil imbécile envers son petit-neveu, et l'une et l'autre hypothèse était également décourageante, parce qu'elles signifiaient toutes deux qu'elle me considérait comme un mi-chemin, comme quelqu'un qui n'était chez lui ni dans un monde ni dans l'autre. L'avais-je perdue? Dans le doute, je fis tout pour la reconquérir. Je me mis à accomplir des prouesses, dans la chasse aux insectes volants, dans le saut en hauteur pour creuser des terriers et dans les luttes avec les plus forts des nôtres. J'étais fière de moi, mais hélas, à chaque fois que je me lançais dans quelque entreprise valeureuse, elle n'était pas là pour me voir. Elle disparaissait continuellement, on ne savait pas où elle allait se cacher. À la fin, je compris. Elle allait à la lagune où le grand-oncle lui enseignait à nager sous l'eau. Je les vis refaire surface ensemble. Ils filaient tous deux à la même vitesse. On les aurait dit frères et sœurs. Tu sais, fit-elle joyeuse en me voyant, les pattes marchent très bien comme nageoires. Oui, ma chère, quel progrès, ne m'empêchai-je pas de dire, sarcastique. C'était un jeu pour elle, je le comprenais, mais un jeu qui ne me plaisait pas. Je devais la rappeler à la réalité et à l'avenir qui nous attendait. Un jour, je l'attendis au milieu d'un bois de hautes fougères qui dégringolait sur l'eau. Elle de zèle, j'ai hâte de parler, lui dis-je dès que je la vis. Maintenant tu t'es assez amusée, nous avons des choses plus importantes devant nous. J'ai découvert un passage dans la chaîne de montagnes, de l'autre côté s'étend une immense plaine pierreuse abandonnée depuis peu par les eaux. Nous serons les premiers à nous y établir, nous peuplerons des territoires infinis, nous et nos descendants. C'est la mer qui est infinie, dit Eldezel. Cesse de répéter les sornettes de ce vieux gâteux. Le monde appartient à ceux qui ont des jambes et non pas aux poissons, tu le sais. Je sais que lui, c'est quelqu'un, dit Eldezel. Et moi? Il n'y a personne chez tous ceux qui ont des jambes qui soit comme lui. Et ta famille? Nous sommes brouillés. Ils n'ont jamais rien compris. Mais tu es folle. On ne peut pas revenir en arrière, c'est impossible. Moi, si. Et que veux-tu faire, toute seule avec un vieux poisson? L'épouser, redevenir poisson avec lui, et mettre au monde d'autres poissons. Adieu. Dans une dernière escalade bien dans son genre, elle monta à la cime d'une feuille de fougère haut placée, elle l'inclina vers la lagune, se laissa tomber et plongea. Elle reparut, mais elle n'était pas seule. La robuste queue en forme de croissant du grand-oncle Nbanga affleura tout près de la sienne, et ensemble elles fendirent les eaux. Ce fut pour moi un rude coup. Mais qu'y faire? Je continuai ma route, au milieu des transformations du monde, et moi aussi je me transformais. De temps en temps, d'entre toutes les formes d'êtres vivants, je rencontrais quelqu'un qui était quelqu'un, bien plus que je ne l'étais moi-même. Quelqu'un qui annonçait l'avenir, l'ornithorynque allaitant le petit sorti de l'œuf, la girafe déjà gandée au milieu de la végétation encore basse, ou encore quelqu'un qui témoignait d'un passé révolu, un dinosaure survivant alors qu'avait commencé le Cénozoïque, ou bien le crocodile, un être du passé qui avait trouvé le moyen de se maintenir tel quel au long des siècles.
Tous, ils avaient quelque chose, je le sais bien, qui de quelque façon les rendait supérieurs à moi, sublimes, et qui, par comparaison, me rendait médiocre. Et pourtant, je n'aurais échangé ma place avec aucun d'eux.